Et donc je me présente, je suis Jérôme Samuel, je suis professeur à l'INALCO, à l'Institut national des langues et civilisations orientales, professeur de langue et de culture indonésienne et malaisienne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de recomposition linguistique en Indonésie, à savoir de la façon dont évoluent les relations entre la langue nationale et les langues régionales, et comment évoluent les langues régionales elles-mêmes dans un ensemble qui est d'une très grande diversité, et où tout bouge non seulement depuis le début du millénaire, mais depuis l'indépendance. Les rapports entre les langues ne sont pas tout à fait les mêmes, pas tout à fait ceux qu'ils étaient au début de l'indépendance. Et alors, je vais m'asseoir. Voilà, j'avais pas du tout prévu. J'avais prévu d'être assis derrière une table, ce qui est plus commode pour manipuler la machine. Je ne sais pas si ça marche d'ailleurs, en fait. Je suis pas sûr. Non, je vais faire avec les boutons, ce sera plus simple. Voilà, donc voici le titre de mon intervention. Un peu scolairement, là, je vous mets le plan au tableau, comme ça vous savez où on va. Et de quelle façon on va cheminer ensemble pendant les 45 minutes qui viennent. Et tout d'abord, une première question, c'est y a-t-il une singularité de l'Indonésie ou du cas indonésien parce que la question s'est posée à une époque. Alors, pour brosser très rapidement la question et pour poser les choses en introduction, tout d'abord, on a affaire avec l'Indonésie à un pays d'une très très grande diversité linguistique. Je vous montrerai ça sur une carte tout à l'heure. Et où le malais, ou indonésien, l'indonésien est une variante de malais, enfin pratiquement c'est la même langue, c'est la même chose, est à la fois la langue nationale, mais aussi une langue minoritaire et une langue véhiculaire, donc une langue utilisée pour les échanges entre des groupes qui ne parlent pas les mêmes langues, une langue véhiculaire très, très ancienne dans tout l'archipel, attestée dans tout l'archipel et sur la péninsule malaise. Donc l'indonésien a une prééminence qui est totalement indiscutée en Indonésie, et ce depuis un siècle en fait. Ça a été un enjeu nationaliste avant l'indépendance, et il s'est trouvé de jeunes nationalistes qui, dans le cadre de leur lutte pour l'indépendance de l'Indonésie, ont proclamé différentes choses. Mais ce qui nous retient ici, c'est l'affirmation de ce que l'indonésien, le malais d'Indonésie, est la langue de l'unité d'un pays qui encore était à venir, puisque cette formule a été créée en 1928. Langue de l'unité, Bahasa Persatuan, de l'unité d'un vaste ensemble, immense, hein, encore une fois, et où il y a une très grande diversité à la fois ethnique, linguistique, religieuse, dans différents domaines. Après l'indépendance, il y a eu des politiques linguistiques assez vigoureuses, mais non discriminatoires. On n'est pas dans la France de la Troisième République du tout, s'appuyant sur l'éducation, sur l'administration, sur la presse et les médias aussi, enfin les médias écrits. Et vis-à-vis pour diffuser la langue nationale, et vis-à-vis des langues régionales, une forme de laisser-faire, donc pas de discrimination encore une fois, et une relative indifférence vis-à-vis des langues régionales. Et tout ça a débouché sur une réussite tout à fait remarquable, qui contraste avec d'autres politiques linguistiques qui se sont soldées par des échecs dans d'autres pays voisins. C'est le cas des Philippines. Les Philippins ont du mal à s'entendre sur ce qui serait la langue nationale. En fait, il y a plusieurs langues qui ont une reconnaissance et le philippino n'est pas toujours volontiers entendu ni parlé dans le sud des Philippines, par exemple, ou c'est le cas aussi de l'Inde, qui est également un pays avec une très grande diversité linguistique. Donc une réussite à tel point que la formule de cas miraculeux de l'indonésien a été utilisée par des spécialistes, par des chercheurs en sociolinguistique et qui s'intéressent à la question des politiques linguistiques. Les résultats de cette politique, entre autres de diffusion de l'indonésien, c'était le développement d'un et d'un plurilinguisme. C'est-à-dire les gens avaient tous une autre langue en langue maternelle, et donc ils ont acquis une deuxième langue, avec une situation de ou pluriglossie. Alors le terme de glossie, pluriglossie, je ne vais pas développer dessus maintenant, je reviendrai plutôt dessus en conclusion. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Mais à d'autres effets, c'est une attrition des langues régionales qui évidemment ont reculé, ont reflué.
C'était moins considéré comme étant moins des langues de la modernité et dont on avait besoin pour accéder à différentes fonctions dans l'espace public ou autre. Et donc une réduction de la diversité linguistique. C'est ça qui va nous retenir. Et donc il y a deux questions à laquelle je vais essayer de répondre au cours de cette conférence. La première, c'est où vont les langues régionales, et la deuxième, c'est où est et où va l'indonésien. Alors, je commence par brosser rapidement la situation sociolinguistique de l'Indonésie. Donc, c'est un très vaste archipel avec une grande abondance de langues. On a donc presque 300 millions d'habitants. Alors ça, c'est des chiffres de 2025. Et plus de 200 langues. Officiellement, c'est 750 langues. Mais bon, on n'est pas à 10 ou 20 près. Ça n'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est cette grande diversité et le grand nombre de langues. Donc ici, vous avez une carte de l'Indonésie qui dit autant de vérité que de mensonges, parce que les espaces que vous voyez, évidemment, ils sont tous plurilingues. En réalité, si vous prenez cet espace-là, par exemple, c'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule couleur qu'il n'y a qu'une seule langue. En fait, le plurilinguisme, il est partout. Et là, en particulier donc à Kalimantan, mais aussi dans l'est de l'Indonésie, il est encore plus marqué d'ailleurs que dans la partie occidentale de l'Indonésie. Vous avez quelques grandes langues régionales. Ici, j'ai noté les principales, mais ce ne sont pas toutes les grandes langues régionales. Quand je dis grandes, c'est avec plus d'1 million de locuteurs. Donc, à commencer par le javanais qui est en gras. Ici, javanais, c'est 100 millions de locuteurs. C'est beaucoup. Mais aussi donc, les langues batak de Sumatra Nord, le Minangkabau qui est proche du malais, le Madourais, 10 millions de locuteurs, Bugis, Makassar, je crois que c'est à peu près 4 ou 5 millions de locuteurs. Donc quelques exemples des grandes langues régionales. Ce qu'il faut souligner, c'est que toutes ces langues, ou la plupart de ces langues, pardon, pas toutes, appartiennent à la grande famille de langues austronésiennes. C'est celles qui sont notées ici en rouge, en jaune et en gris. Des langues austronésiennes, une grande famille de langues qui s'étend depuis, disons, la péninsule malaise et les côtes méridionales du Vietnam jusqu'à l'île de Pâques. Donc c'est un espace gigantesque et qui est un espace insulaire, et à commencer par l'Indonésie, les Philippines, où on parle des langues austronésiennes, de cette famille de langues, et évidemment toutes les langues qui sont parlées sur le pourtour de la Nouvelle-Guinée, et la Polynésie, la Micronésie et la Mélanésie, bien entendu. Mais il y a tout de même quelques langues papoues dans le Grand Est indonésien qui sont très minoritaires et qui sont aussi parlées par des groupes humains beaucoup moins nombreux que ceux qui utilisent les langues austronésiennes. Et puis enfin, il y a aussi des langues étrangères. Alors bon, le néerlandais est complètement disparu du paysage linguistique indonésien. Les langues chinoises restent un peu vivantes, mais plus tellement. C'est pas le mandarin. Ce sont des langues du sud de la Chine, Hokkien, Hakka, Teochew. Donc ce n'est pas le mandarin. Il n'y a pas d'intercompréhension entre ces langues chinoises et le mandarin. Même système d'écriture, mais ce ne sont pas les mêmes langues. Et ces langues-là sont de moins en moins parlées parce qu'elles ont été bannies de l'espace public pendant une trentaine d'années sous le régime du général Suharto. L'arabe, qui est important pour des raisons religieuses, mais qui sort assez peu en fait du domaine religieux. Assez peu, ça ne veut pas dire pas du tout, mais pas tellement finalement. Et puis l'anglais, qui occupe une place croissante sans être aussi important qu'il ne l'est par exemple à Singapour ou aux Philippines bien entendu ou en Malaisie où c'est la langue dans laquelle on enseigne en fait pratiquement, en partie pour le secondaire, en tout cas dans le supérieur. Là-dedans, dans cet ensemble, donc tout l'ensemble de ces langues, tout cet ensemble de langues, il y a un groupe de langues qui nous retient plus particulièrement, ce sont les malais. Il y a un grand nombre de dialectes malais, c'est une langue qui est très dialectalisée. Donc ici, vous avez l'identification, pas de la totalité, mais de la plupart de ces dialectes malais. Et les plus occidentaux sont parlés en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande, dans la grande banlieue de Bangkok. Et puis, il y en a également sur la péninsule malaise et dans toutes les grandes îles d'Indonésie. Et une chose qui est à remarquer, c'est qu'ils sont parlés jusque dans le Grand Est indonésien, alors même que l'espace d'origine des Malaises, c'est plutôt par ici, dans le sud de Sumatra, mais la diffusion est assez ancienne. Et l'autre chose à souligner, c'est que beaucoup de ces langues sont des créoles. Des créoles de Malais, donc on dit toujours le créole, c'est issu des langues européennes, le français, l'anglais ou le néerlandais, ou l'espagnol parlé dans les Antilles, par exemple, pas seulement. Mais en fait, il existe aussi des créoles de Malais, il y en a un grand nombre,
et en particulier dans le Grand Est indonésien, où les créoles se sont substitués à des langues qui antérieurement étaient parlées par les populations locales et qui, elles, ont disparu. Ça s'est produit à peu près au moment de l'islamisation et au début de la diffusion du christianisme également, donc c'est fin du XVe et dans le courant du XVIe siècle. Alors, les Malais, donc, linguistiquement, c'est un grand éventail de dialectes entre lesquels l'intercompréhension n'est pas toujours garantie, mais généralement, elle existe et elle est bonne. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on désigne par ce terme de Malais. Il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser concurremment. Donc, si on observe ce que sont les Malais, si on essaye de décrire ce que sont les Malais, d'après les dénominations et les fonctions dans l'ensemble sud-est asiatique, on ne peut pas laisser de côté à ce stade-là les autres pays qui sont également malayophones, tels que la Malaisie, Singapour et le Brunei Darussalam. Eh bien, on a d'abord des standards, donc des formes qui sont reconnues comme langue nationale ou langue officielle. Et c'est le cas de Brunei, de la Malaisie et de Singapour. Dans ces trois pays, le malais est langue officielle et langue nationale, y compris à Singapour, sous le nom de malais ou de malaisien. Malaisien, c'est pour la Malaisie. La dénomination de malais, c'est pour Brunei et Singapour. Et puis, on a la même langue, à peu de choses près, qui est reconnue comme la langue nationale et officielle en Indonésie sous le nom d'indonésien. Donc vous avez trois dénominations différentes pour en fait une seule langue, parce que l'intercompréhension entre les standards, donc les langues qui sont stabilisées et considérées comme langue officielle, cette intercompréhension, elle est très bonne. Puis à côté de ça, vous avez des sous-standards, c'est-à-dire des langues qu'on ne va pas utiliser dans des circonstances un petit peu formelles, comme la présentation que je fais aujourd'hui, mais qu'on utilise de manière privilégiée lorsqu'on échange avec des amis ou en famille. Donc pour chacun de ces standards, il existe des sous-standards. À Brunei, c'est le brunéien. Ce sont des malais aussi. Et ces sous-standards peuvent être beaucoup plus divergents que les standards. En Indonésie, c'est le jakartanais, qui est le principal sous-standard qui est diffusé non seulement à Jakarta, mais assez largement en Indonésie. En Malaisie, c'est un petit peu moins clair, mais ce serait probablement le malais de la vallée de la Klang Valley, qui est la vallée où se trouve Kuala Lumpur et qui mène vers la mer. Donc dans ces trois pays, là on peut laisser de côté Singapour, eh bien on a à la fois un standard et un sous-standard. Et c'est ça la diglossie à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, c'est cette alternance entre l'emploi du standard dans des circonstances un petit peu formelles, et puis à côté de ça, l'usage d'un sous-standard pour communiquer lorsqu'on est dans ces situations informelles, précisément. Et puis, de l'autre côté de ligne en pointillé de couleur verte, on a les vernaculaires, à savoir les dialectes malais, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui sont utilisés localement par de petites communautés, enfin petites ou moins petites ou plus grandes communautés, mais ça peut être parlé par de toutes petites communautés et qui ont un ancrage local et qui sont utilisés donc localement pour les échanges familiaux et avec le voisinage ou avec les populations qui partagent le même territoire. Et là, il y a tout l'éventail de ces dialectes que vous avez pu voir tout à l'heure sur la carte. Les Malais de Kelantan, de Johor, sur la péninsule malaise, le Malais de Deli, sur la côte est de Sumatra, le Betawi, qui est un Malais dans l'espace de Jakarta aujourd'hui, le Malais Loloan, qui est parlé à Bali, le Malais de Ternate, de Tidore, enfin bon, il y en a toute une flopée, si vous me passez l'expression, jusqu'en Papouas, jusque dans la partie la plus orientale de l'archipel. Et puis enfin, il y a un quatrième sous-ensemble qui est celui de véhiculaires malais, des véhiculaires régionaux. Ce sont des formes de malais qui sont utilisées en dehors de leur communauté d'origine pour communiquer ou pour permettre la communication entre des groupes qui ne partagent pas la même langue maternelle et qui vont recourir à ces véhiculaires. Ils pourraient recourir à l'indonésien, mais l'indonésien formel, on l'utilise surtout dans des situations standards, dans des situations assez formelles. Et donc là, on a le malais de Banjar, dans le sud de Bornéo, le malais de Manado, qui est utilisé dans toute la branche nord de Célèbes, mais on a aussi le malais du Sarawak, qui est utilisé donc dans l'état du Sarawak de la Fédération de Malaisie. J'ai noté quoi encore? Oui, enfin bon, il y en a quelques autres. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais ce sont des langues qui sont assez dynamiques. Et encore une fois, ce qui les distingue donc des vernaculaires, c'est qu'ils sont utilisés beaucoup plus largement et couvrent des espaces et des groupes humains plus importants que les vernaculaires. Et dernier point là-dessus, il faut garder à l'esprit que
ces langues sont toujours utilisées en contexte multilingue. C'est-à-dire, à côté des Malais, vous avez d'autres langues. Ça peut être le javanais à Java, le sundanais à Java Ouest, le Minangkabau à Sumatra, le bugis ou le Makassar à Célèbes Sud. Les Malais sont très rarement se retrouvent dans des espaces unilingues. C'est vraiment très très rare. Donc ils sont toujours confrontés à d'autres langues et généralement ils sont en situation minoritaire. C'est-à-dire que le malais en langue maternelle n'est pas une langue majoritaire en Indonésie. Le malais, sous le nom d'indonésien, est assimilé à l'école, en fait, est appris dans les écoles. Alors, maintenant, je vais passer aux langues régionales, donc ce dont je n'ai pas du tout parlé jusqu'à maintenant. Et ce qui va nous retenir pendant cette partie, c'est la façon, non pas dont s'organisent les rapports entre la langue nationale et la langue régionale, j'en parlerai tout à l'heure, mais plutôt comment évoluent les équilibres. Et dans un pays qui est indépendant depuis 80 ans maintenant, et où la langue nationale est et a toujours été l'indonésien, eh bien, quelles conséquences ça a cette intégration linguistique vis-à-vis des langues régionales. Alors pour ça, j'ai utilisé les résultats ou les chiffres, les valeurs trouvées dans le cadre du recensement qui était tenu en 2020. Les recensements, ce sont des opérations qui coûtent très cher et qui sont organisées sur un rythme décennal. Et donc là, alors ça fait 5 ans déjà, mais enfin ce sont les derniers chiffres en fait dont on dispose. On peut avoir des chiffres plus récents, mais qui sont basés sur des estimations et non pas sur un véritable recensement fait en bonne et due forme. Et là, les personnes qui sont recensées, donc, ce sont toutes les personnes qui habitent dans l'espace indonésien, étrangers aussi bien que nationaux d'ailleurs, âgés de 5 ans et plus. On considère qu'en dessous de 5 ans, il n'est pas nécessaire d'interroger les personnes sur leurs usages linguistiques. Et puis, bon, je suppose que des enfants de 6-7 ans, quand ils répondent aux questions des recenseurs, ils parlent sous le couvert des parents, quoi. Donc, il n'est pas certain qu'ils disent exactement ou qu'ils aient conscience des réalités linguistiques qui sont les leurs. Alors, ici, vous avez donc là, je prends les choses à l'envers, c'est les non-locuteurs d'indonésien. Donc, les gens qui, en Indonésie, ne parlent pas indonésien. Hein. Et c'est réparti par province. Les provinces sont toujours présentées d'ouest en est. Ça, c'est une habitude en Indonésie que j'ai conservée ici. Donc, pas par ordre alphabétique, mais d'ouest en est, pardon, depuis la province d'Aceh à la pointe nord de Sumatra jusqu'à la province de Papua. Ici, vous avez 32 ou 34 provinces, je crois, de mémoire. Maintenant, il y en a un peu plus. D'autres ont été créées depuis. Alors, comme vous voyez, en fait, les personnes qui ne sont pas locutrices d'indonésien, en proportion, elles ne représentent jamais plus de 8% de la population pour chaque province. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde parle indonésien, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Avec quelques exceptions que je signale en passant, à savoir, alors, il y a la province des petites îles de la Sonde occidentale, Lombok, Sumbawa, ce qui n'est pas complètement étonnant parce que c'est des îles qui sont assez enclavées, qui sont très pauvres. Bon, ce que ce retard, en quelque sorte, signale, c'est aussi le fait que si les jeunes sont exposés à la langue dans le cadre de leur parcours scolaire, les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, en fait, dans ces régions, ne le sont pas ou ne l'ont peut-être même jamais été. Il y a un grand différentiel entre les hommes et les femmes, vous voyez. C'est presque le double, enfin une fois et demie. Et puis il y a une autre région aussi où on voit qu'il y a pas mal de non-locuteurs d'indonésien, enfin pas mal, c'est 5%, hein, c'est pas énorme pour les femmes. C'est Java Est, c'est une région qui est beaucoup plus homogène linguistiquement parlant, à la différence des petites îles de la Sonde occidentale, qui n'est pas spécialement enclavée, qui peut s'expliquer par le profil linguistique d'une partie de la population de cette partie, de cette région, de cette province de Java. Je n'entre pas dans le détail, ça nous emmènerait trop loin. Ensuite, donc, une autre question sur laquelle on peut s'interroger, c'est les gens qui ont une langue régionale comme langue maternelle. Bon, quel que soit leur comportement vis-à-vis de l'indonésien, quels sont ceux quelle est la proportion des Indonésiens qui ont une langue régionale comme langue maternelle, la moyenne nationale étant de 71%. Vous voyez, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que presque les 3/4 des Indonésiens n'ont pas l'indonésien comme langue maternelle et apprennent la langue à l'école. Et donc là, ce qui est frappant, donc les provinces sont présentées de la même manière, c'est qu'il y a une bonne dizaine de régions, de provinces plutôt, où 90% de la population a une langue régionale comme langue maternelle.
C'est beaucoup. Et ces régions-là font partie des plus peuplées. Hein. La région de Java, Java Ouest, Java Centre, Java Est, Jakarta, ce sont des régions qui sont extrêmement peuplées. Elles sont ici. Et puis, à côté de ça, vous avez des régions où la proportion de personnes qui ont une langue régionale comme langue maternelle est très faible, mais vraiment très très faible. Et là, il y en a deux, c'est Jakarta, et l'autre, c'est la province de Gorontalo. Alors, au risque de vous décevoir, je ne sais pas pourquoi c'est le cas à Gorontalo, je ne sais pas. Il est possible que les gens aient répondu, non pas de manière insincère, mais confondu le dialecte malais, qui est un véhiculaire utilisé localement, et déclaré avoir l'indonésien comme langue maternelle, alors qu'il s'agit d'un dialecte malais qui est très proche de l'indonésien. Ça, c'est possible. Quant à Jakarta, eh bien, pendant longtemps, Jakarta, c'était un aspirateur à migrants. Hein. Les gens venaient de toute l'Indonésie pour s'y installer, où là, ils passaient directement de leur langue régionale à l'indonésien, et où la plupart des couples, d'ailleurs, utilisent l'indonésien entre eux, même quand ce n'est pas leur langue maternelle, et l'utilisent avec leurs enfants. Aujourd'hui, Jakarta n'attire plus autant de migrants que c'était le cas autrefois, mais la population s'est stabilisée, mais les gens grandissent et vivent avec l'indonésien. Voilà, donc Jakarta, c'est un petit peu la fusion. Et il y a d'autres villes qui sont dans le même cas que Jakarta, mais là, c'est vraiment un cas poussé assez loin, donc d'unification linguistique de la capitale autour à la fois de l'indonésien et du dialecte sous-standard correspondant qui est le jakartanais, que j'ai mentionné tout à l'heure. Là maintenant, je me focalise sur les enfants qui ont entre 5 et 19 ans, les enfants et adolescents entre 5 et 19 ans, pour voir comment ça évolue, et donc d'une cohorte à une autre, et rapporter les résultats trouvés au chiffre de 71,4% de locuteurs de langue, enfin de personnes qui ont une langue maternelle, qui ont une langue régionale en langue maternelle au niveau de l'ensemble du pays. Et là, les résultats sont assez frappants. C'est qu'on voit que parmi les plus jeunes, donc les enfants qui ont entre 5 et 9 ans, dans les milieux urbains, eh ben, il n'y en a même pas la moitié qui ont l'indonésien, qui ont une langue régionale comme langue maternelle. Vous voyez, ça a été divisé, enfin, réduit d'un tiers à peu près. Et donc là, on a un changement. On passe dans un autre type de comportement, dans un autre espace linguistique. Hein. Si vous comparez ce pourcentage à celui qu'on observait tout à l'heure dans certaines provinces où 90% de la population a une langue régionale comme langue maternelle, bah là, c'est même presque réduit de moitié. Pour les milieux urbains. Mais vous observez que dans les milieux ruraux, ben non, en réalité, les langues régionales se maintiennent assez bien, puisqu'on a en moyenne, grosso modo, 75% des enfants de 5 à 9 ans dans les milieux ruraux qui, eux, ont une langue régionale comme langue maternelle. Donc il y a un différentiel entre les milieux urbains et les milieux ruraux qui se retrouvent partout ailleurs. À côté de ça, là, j'ai souligné les pratiques, les usages des petites filles ou des jeunes filles. Ce qu'on voit, si on rapproche ces chiffres de ceux de la colonne qui est immédiatement à gauche, c'est que les filles parlent un petit peu moins les langues régionales, un tout petit peu moins, mais c'est quand même sensible que les garçons. Ça, c'est un phénomène qui date d'une ou deux décennies, qui n'est pas beaucoup plus ancien. Autrefois, c'est les hommes qui parlaient plus indonésien et les femmes étaient peu indonésianisées parce qu'elles n'allaient pas beaucoup à l'école, ou pas longtemps en tout cas. Et là, c'est le contraire, c'est qu'on voit qu'il y a un peu plus d'intégration linguistique, j'entends, des filles dans un espace linguistique, donc dans un espace unifié, un petit peu plus. Donc les garçons sont un peu plus conservateurs que les filles, même si là, ils les rattrapent progressivement, mais c'est une caractéristique qui a été soulignée par ailleurs dans des études locales. Et puis ici, j'ai signalé le recul dans le fait d'avoir une langue régionale comme langue maternelle entre la cohorte des 5-9 ans et la cohorte des 15-19 ans. Et on voit qu'il y a un recul de plus de 5%, hein, un peu partout. Donc ça veut dire que de période quinquennale en période quinquennale, il y a un recul d'environ de 2% de gens qui progressivement déclarent avoir l'indonésien et non plus la langue régionale ou ne plus avoir une langue régionale comme langue maternelle et qui passent à l'indonésien, les gens, les familles. Et si on observe sur une période ou sur l'ensemble des cohortes
ce recul des locuteurs des langues régionales en langue maternelle, on obtient ce chiffre où on voit qu'au fond, on a un recul constant d'environ 1,5% par période de 5 ans entre les années 50, la fin des années 50 et puis le début des années 90. Ça reste à peu près stable, hein, ici. Donc pendant toute la période pratiquement de l'ordre nouveau du général Suharto. Et puis depuis les années 90, eh bien là, ce recul des langues régionales en langue maternelle s'accentue. Ce recul s'accentue. Hein, et on ne voit pas pourquoi cette courbe s'arrêterait ici. Il n'y a pas vraiment de raison. Les changements linguistiques, ce sont des phénomènes de temps long et il y a une force d'inertie qui est assez grande et on ne renverse pas les choses aussi facilement que ça. Tous les pays qui ont essayé de revitaliser et de repasser ou de réimplanter des langues qui avaient à peu près disparu de l'espace public, je pense à l'Irlande par exemple, Catalogne c'est peut-être un petit peu différent, ça s'est souvent, pas toujours, mais ça s'est souvent soldé par des déceptions et par des échecs. Alors maintenant, si on regarde l'usage, non plus la langue maternelle, mais quelles sont les langues qu'on utilise, est-ce qu'on utilise plutôt les langues régionales dans les échanges familiaux et de voisinage, ce sont les mêmes reflux, je ne vous redonne pas les chiffres. Les chiffres sont tout à fait analogues à ceux qu'on a vus tout à l'heure. Le recul des langues régionales dans l'espace familial est un peu plus marqué que dans le voisinage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a de plus en plus de couples qui décident d'utiliser l'indonésien standard ou sous-standard avec leurs enfants. Et puis dans le voisinage, ça reflue un peu moins vite parce que en fait, tous les voisinages sont plurilingues. On a toujours des voisins qui parlent une autre langue, qui ont une autre langue maternelle que celle que l'on utilise soi-même. Donc il est normal que le reflux soit plus marqué en famille qu'avec les voisinages. Alors maintenant, il y a ce que dit le recensement. On en a regardé un petit bout. Hein. Le recensement dit beaucoup d'autres choses que ce que je vous ai montré à l'instant. Mais le recensement, évidemment, ne dit pas tout. Et en particulier, ne dit pas à quel point les langues régionales, ce qu'on appelle en indonésien bahasa daerah, est un ensemble hétérogène, et fortement hétérogène. D'un côté, vous avez les Javanais avec peut-être 100 millions de locuteurs. Hein, c'est beaucoup, 100 millions. C'est probablement plus que les francophones de France, du Canada, de Belgique, de Suisse et d'Andorre réunis. Mais à côté de ça, vous avez des langues qui sont parlées par quelques dizaines de locuteurs. Hein, c'est tout à fait logique. Il y a dans certaines régions un très grand épiétement linguistique. Il y a une forme de déterritorialisation des langues régionales, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements de population, il y a des migrations, qui sont soit spontanés, soit organisés par l'État. Et donc, vous avez des Javanais qui sont installés dans le nord de Sumatra ou qui sont installés dans la pointe sud de Sumatra, d'autres qui sont installés un peu partout, des Balinais qui sont allés s'installer à Célèbes Centre. Donc, cette déterritorialisation est un phénomène ancien. Pourquoi je le souligne ici ? Parce qu'il n'est pas reconnu, en fait, ou assez mal reconnu par les autorités politiques qui ont toujours tendance à considérer que, par exemple, dans la province de Lampung, pointe sud de Sumatra, tout le monde parle le Lampung, alors qu'en réalité, les locuteurs de Lampung dans la province du même nom sont minoritaires. La langue régionale majoritaire au pays Lampung, c'est le javanais. Mais politiquement, ces choses-là sont difficiles à dire localement. Elles sont compliquées à dire et compliquées à assumer. D'autre part, le recensement parle de langue, alors qu'en fait, la question des dialectes est très importante. Je l'ai signalé à propos du malais, mais ça n'est pas vrai que du malais. Il y a plusieurs dialectes du jakartanais. Certains dialectes sont reconnus comme étant des langues. C'est le cas du javanais de Cirebon ou du javanais de Banten. Mais le javanais qui est parlé à la pointe orientale de Java n'est pas reconnu comme étant un javanais à part entière. C'est reconnu simplement comme un dialecte. Et là, il y a des problèmes, des enjeux politiques, des enjeux de financement qui sont importants et donc des revendications locales qui viennent s'opposer à des refus des autorités centrales ou même des autorités provinciales. Ce que ne dit pas non plus le recensement, c'est l'état dans lequel sont ces langues régionales. Il y en a beaucoup qui sont en mauvaise santé, en fait. Vous voyez les chiffres qui sont donnés par Ethnologue, qui est une publication en ligne maintenant sur les langues de tous les pays du monde d'ailleurs, et qui relevait en 2022 qu'il y a donc 75 langues mourantes. Mourantes, ça veut dire qu'elles ne sont plus transmises du tout. Hein.
Et ça veut dire qu'il n'y a plus que les personnes âgées de je ne sais combien d'années qui les parlent, et 265 langues en danger. Donc des langues qui, à échéance de 20 ou 30 ans, risquent de disparaître. Donc si vous faites le total, ça fait presque la moitié, un peu moins de la moitié, peut-être 40% des langues d'Indonésie qui sont, à terme, qui sont menacées. Et ça, c'est un phénomène que les chiffres donnés par une photo, un instantané, ne permettent pas de donner, non plus que les catégories utilisées par les recenseurs. Donc ce qui se passe assez souvent, c'est une interruption de la transmission intergénérationnelle. Donc les parents décident d'échanger entre eux en indonésien, et y compris avec leurs enfants. Bon, c'est un phénomène qui est plutôt urbain, ça je pense que vous l'avez compris avec un des tableaux qu'on a vu tout à l'heure, qui est plutôt caractéristique des classes moyennes et supérieures, mais pas exclusivement. Et c'est un choix parfois conscient qui a été étudié par la personne dont je mets le nom ici, de famille où les parents, alors ça a été étudié à Java, pour éviter d'avoir à se plier aux contraintes de la langue javanaise qui sont assez particulières, choisissent d'abandonner le javanais, c'est trop compliqué, ça hiérarchise beaucoup trop les rapports interpersonnels, et beaucoup de parents jugent qu'ils ont des relations et des échanges plus spontanés avec leurs enfants et entre époux lorsqu'ils échangent en indonésien plutôt qu'en javanais. Voilà. Donc ces gens-là abandonnent tout simplement le javanais. Et passent à autre chose. Pour dire les choses différemment, autrefois, jusqu'à il y a une trentaine d'années, dans le choix des conjoints, un élément important, c'était l'appartenance à un même groupe ethnique. Les petites annonces matrimoniales, il y en a eu beaucoup en Indonésie, maintenant ça se formule différemment. Dans les petites annonces matrimoniales, les gens formulaient leur appartenance ethnique et exprimaient clairement qu'ils cherchaient un conjoint ou une conjointe du même groupe ethnique. Aujourd'hui, c'est l'affiliation religieuse qui est la plus importante. Et évidemment, quand les deux conjoints sont issus de deux groupes ethniques ou ethno-linguistiques différents, eh bien, ils vont probablement communiquer en indonésien, éventuellement dans la langue de la région où ils sont implantés. Ça veut dire qu'à minima, un des deux parents va renoncer et ne transmettra pas sa propre langue maternelle. Alors, est-ce que toutes les langues sont en danger? Non, évidemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en particulier donc, des véhiculaires régionaux auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. J'ai donné l'exemple du Banjar, du Malais de Manado ou du Malais de Sarawak, mais là c'est en Malaisie. Ces langues-là sont assez dynamiques, elles profitent des mobilités humaines, du fait que les gens vont quitter les campagnes pour s'implanter dans des villes qui sont des petits centres ou des grands centres régionaux, et où la communication se fait non pas en indonésien standard, non pas dans le sous-standard national entre guillemets dont le modèle se trouve à Jakarta, mais dans un véhiculaire malais sous standard, oui, qui est parlé dans la région considérée. Et puis, il y a aussi donc, le dynamisme des malais sous standard, précisément. Les deux sont liés, mais pas complètement liés. Et en particulier du jakartanais. Le jakartanais, de fait, c'est la langue des médias. Alors, pas tous les médias, mais lorsque vous regardez la télévision indonésienne, alors pas les informations qui sont un peu compassées comme elles le sont ailleurs, mais les talk-shows, les émissions de divertissement, en fait, les animateurs et les personnes qui sont invitées et qui échangent dans ces manifestations, dans ces émissions, ils parlent en jakartanais, en fait. Or, ces émissions de télévision sont diffusées sur la totalité de l'Indonésie. Le phénomène n'est pas nouveau. Autrefois, ça passait pas par la télévision, mais ça passait par les revues pour les adolescents. Vous savez, des revues pour la tranche d'âge, 12-20 ans, ou peut-être moins, qui étaient diffusées dans toute l'Indonésie, et où il y avait toujours des petites nouvelles ou des petits feuilletons écrits en indonésien. Les textes de description, de récits étaient écrits en indonésien, et tous les dialogues étaient écrits en jakartanais. Donc déjà, il y a 30 ou 40 ans, les gens en région étaient exposés au jakartanais, mais ils l'étaient moins directement, et ne l'étaient que ceux qui lisaient ces revues, qui étaient évidemment moins diffusées que les émissions de télévision aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut... l'attitude de l'État, là, maintenant c'est la question de l'attitude de l'État. Un auteur, un sociolinguiste indonésien, parle de génocide linguistique. Bon, à mon avis, c'est plutôt une indifférence mortifère qu'on peut observer. La mort des langues, c'est une préoccupation en Indonésie et ailleurs depuis environ une trentaine d'années. Ce qu'on observe en Indonésie, c'est que les gens sont conscients, et les politiques publiques, enfin les politiques sont conscients de ce phénomène, mais la chose est envisagée en s'accompagnant d'un discours surtout déploratif, de regret, et du regret de perdre de la ressource, en fait. C'est surtout en termes de ressources
que ces langues régionales sont envisagées. Les communautés linguistiques elles-mêmes sont assez peu éveillées ou assez peu sensibles à la chose, ou si elles le sont, c'est depuis une période qui est beaucoup plus récente. Il y a des normes linguistiques qui concernent les langues, donc des lois linguistiques, et ces lois ne font pas vraiment la part belle aux langues régionales. Elles sont assez politiques, assez idéologisées, même s'il n'y a pas de conflit en réalité autour de la langue nationale, parce qu'il y a vraiment un consensus extrêmement large, mais ces normes visent avant tout à établir la suprématie de l'indonésien, même quand ça n'est plus vraiment nécessaire aujourd'hui, parce que plus rien ne la conteste. Donc l'accent est mis sur l'indonésien. Il y a un intérêt un petit peu pour les langues régionales, mais qui n'est pas très ancien, et on attend encore jusqu'à aujourd'hui une grande loi sur les langues régionales. La grande loi sur l'indonésien date de 2009, et elle était associée à des dispositions relatives au drapeau, à l'hymne national, des choses comme ça. Donc c'était une loi qui était extrêmement politique et pas tellement linguistique finalement. Et dans le système éducatif, qui évidemment est tout à fait important, là, il y a une reconnaissance des langues régionales qui est très ancienne, avec des dispositifs qui sont assez incomplets. Bon, pour le dire rapidement, le premier dispositif, c'est le droit qu'ont les enseignants d'utiliser la langue régionale dans les 3 premières années du primaire pour permettre aux enfants d'acquérir de l'indonésien avant qu'ensuite on ne passe complètement à l'indonésien pour les former. Donc les petits-enfants apprennent l'indonésien pendant 3 ans, pas que, mais essentiellement ça. Et puis après, on abandonne complètement la langue régionale pour utiliser l'indonésien. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples que ça. D'abord parce que même après 3 ans, il y a des enfants qui ne comprennent pas toujours très bien l'indonésien. Et puis parce qu'il y a des régions où le public scolaire est tellement hétérogène du point de vue linguistique que l'enseignant pratiquement est obligé de passer à l'indonésien dès la première année. Parce que s'il choisissait de n'utiliser qu'une langue régionale, eh ben, il y aurait peut-être le quart ou le tiers, voire la moitié des enfants qui ne le comprendraient pas. Donc cette règle, elle s'applique avec plus ou moins de facilité. Il y a d'autres dispositifs d'enseignement à vocation locale qui sont proposés au niveau primaire et secondaire, mais qui sont assez insuffisants, assez incomplets, disons. Alors, on a les vernaculaires et les langues régionales, donc sont présentes dans l'affichage public. Elles n'ont jamais été. Elles ont été un petit peu interdites ou un petit peu réprimées à l'époque de l'ordre nouveau du général Suharto jusqu'en 98. Bon, depuis, c'est une liberté complète. Ici, je vous donne, sans les traduire, des exemples d'affichage public. Ici, dans les 2 cas, c'est en javanais. Ici, c'est une publicité pour une vente de t-shirts. Et là, c'est une annonce, un avis de circulation qui demande aux gens de ne pas considérer la rue comme si elle leur appartenait, et il faut faire attention aux autres usagers de la rue. Voilà, c'est ce que dit cette. Mais donc voilà, ça l'affichage public ne se fait pas nécessairement en indonésien. Il n'y a pas de contrainte de ce point de vue-là. Non seulement ça, mais on a également un affichage public de nature publicitaire, ce que je vais vous montrer dans un instant, qui mêle les langues régionales, les vernaculaires et l'indonésien, et qui peuvent mêler même jusqu'à 3 langues différentes. C'est le cas ici. Donc à droite, une publicité, campagne publicitaire pour les cartes d'identité électroniques. À droite, une campagne électorale pour un couple pour des élections. Alors ça, c'est en Papouas. Ici, là, c'est en Papouas. Et ici, c'est dans la branche nord de Célèbes, près de la ville de Manado, pour les gens qui connaissent. Donc des élections locales. Or là, ici, vous avez... ça, c'est de l'indonésien. Et puis ce que j'ai cerclé de vert, c'est du malais véhiculaire. C'est un malais local, mais qui est utilisé comme véhiculaire localement. Et puis donc ici, vous avez ça, ce mot-là, c'est pas de l'indonésien, mais c'est du malais local. Et ici, vous avez une annotation qui est ni en indonésien ni en malais, mais dans la langue régionale, que moi, personnellement, pour comprendre ce qui est écrit ici, il faut que j'aille le chercher dans un dictionnaire ou en ligne. Hein. Et puis tout le reste est noté en indonésien. Tout le reste est noté. Donc on a une forme de plurilinguisme qui en fait reflète la réalité. Au fond, ça reflète la réalité, c'est-à-dire que dans cette région autour de la ville de Tomohon, les gens maîtrisent 3 langues différentes au fond. L'indonésien standard, ils maîtrisent également l'indonésien sous-standard, le véhiculaire local, qu'on appelle souvent le malais de Manado. Et puis en plus, ils maîtrisent une autre langue qui est le manadonais ou le minahasa, je ne saurais pas vous le dire. Donc, vous voyez, il y a quand même une certaine agilité intellectuelle et puis des compétences linguistiques tout de même assez larges, parce que les gens sont capables d'échanger
dans ces trois langues, concurremment dans ces trois langues. Je ne dis pas qu'ils ont la maîtrise de chacune de ces trois langues, une maîtrise identique de chacune de ces langues, mais tout de même, ils évoluent dans un ensemble qui est plurilingue, sans compter le fait qu'il y en a probablement parmi eux qui sont anglophones, ou quelques-uns qui parlent un peu javanais, enfin que sais-je, vous voyez. Donc ce plurilinguisme, ça reste une réalité très très vivante jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Dernier point, dernière partie de ma présentation, je vais dire quelques mots d'un phénomène que j'appelle, je ne suis pas le seul, hein, la patrimonialisation des langues régionales. Donc comment les langues régionales, à mesure qu'elles sont moins parlées, on en fait un autre chose, on en fait un objet, on en fait un volet ou un aspect du patrimoine, d'un patrimoine local. Et on va les promouvoir, mais pas tellement pour les utiliser, plutôt pour les mettre sous cloche et en admirer l'existence. Et cette patrimonialisation, elle commence d'abord au niveau local, parce que ce qui est en jeu ici, c'est une forme d'expression des identités locales. Alors ce phénomène, il est sensible depuis, je dirais, à peu près un peu moins de 25 ans, depuis la grande vague de décentralisation qui a commencé en 2002, au lendemain de la chute du général Suharto, enfin du président général Suharto, et qui a vu d'emblée assez rapidement un grand foisonnement de textes normatifs, de règlements régionaux, départementaux, qui visaient à promouvoir les langues locales, les langues régionales. Hein. La plus frappante d'entre elles, c'est ce règlement qui était pris en 2003, donc c'est déjà ancien, à Java Ouest, et qui établissait que le sundanais, le tchirébonais et le malais bekassi étaient des langues co-officielles de la province, à côté de l'indonésien. Donc c'était assez révolutionnaire. C'est passé à l'époque parce qu'on était dans une période de très grand libéralisme politique. Je ne suis pas sûr que ça passerait aussi facilement maintenant. Mais quoi qu'il en soit, c'est passé et ça n'a produit absolument aucun effet. Inutile de vous dire que, en fait, ces politiques, ces règlements ne produisent que peu ou pas d'effet, au fond. Donc c'est une part d'affichage. C'est une part d'affichage. Et donc certains de ces règlements vont proposer ou imposer l'usage hebdomadaire de la langue locale pour les gens qui vont dans les services administratifs de la province. Bon, pourquoi pas. Et puis ceux qui viennent d'autres provinces et qui ne parlent pas la langue locale, ils vont parler indonésien, mais on va leur répondre quand même. Donc ça n'a rien de contraignant. Dans certaines provinces, l'usage de la langue locale une fois par semaine est accompagné de l'obligation pour les fonctionnaires locaux de s'habiller en vêtements coutumiers traditionnels de la région. Donc vous voyez, ça brasse assez large, ça ne concerne pas que la langue, et c'est essentiellement de l'affichage. Plus intéressant, il y a des dispositions scolaires à laquelle j'ai fait rapidement allusion tout à l'heure pour promouvoir les langues locales, mais avec pas mal de ratés malgré tout. Et quand j'ai observé ça pour la première fois, c'était donc à la fin des années 2000, dans les années 2010, par là, je pensais que c'était un phénomène passager. Et puis récemment, pour une publication, je me suis replongé dans ces publications, dans cette réglementation sur les langues régionales, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un flot continu. Ça n'arrête pas. On continue à produire encore des règlements, toujours en vue de promouvoir des langues régionales sans s'en donner réellement les moyens. Donc il s'agit bien d'un affichage identitaire et de la bascule de langue, de fonction de communication réelle vers une fonction de patrimoine et d'affichage. Certaines régions ont une position particulière. Bon, c'est le cas de Aceh, qui a obtenu la reconnaissance officielle de Jakarta pour utiliser l'Aceh comme langue officielle de la province et non pas l'indonésien. Les Balinais essayent de faire la même chose, mais à ma connaissance, ils n'y sont pas encore arrivés. Et en Papouas, les Papous y sont parvenus, pas vraiment avec le papou, parce qu'il n'y a pas le papou n'existe pas, il y a une flopée de langues, il y a beaucoup de langues locales en Papouas, mais ils ont réussi à faire reconnaître l'utilisation de l'anglais dans des circonstances officielles en Papouasie. J'ai encore le temps ? Si vous voulez, je vais rapidement, je vais finir rapidement. Donc là, je vais juste vous donner quelques exemples. Je vais sauter quelques diapos pour vous donner quelques exemples. Vous m'excusez-moi de sauter rapidement. Donc je parle d'actions essentiellement symboliques et d'affichage identitaire relativement à ces langues régionales lorsqu'on bascule vers une politique de patrimonialisation de ces langues. Donc ce sont des manifestations de ce type-là où vous avez un affichage public qui est à la fois en indonésien et en caractère latin, et en javanais ou en balinais, ici en bugis et en malais, avec les syllabaires qui sont utilisés localement.
C'est un petit peu comme si vous allez en Bretagne, vous verrez qu'à l'entrée des villes, les noms sont notés en français et en breton. Même à Nantes, Nantes est une région qui n'a jamais été bretonnante. Bon, enfin bon, on a quand même Naoned à l'entrée. C'est un peu pareil. C'est vraiment de l'affichage. Et donc, ce qui est proposé ici, en fait, c'est de constituer des ensembles de caractéristiques distinctes qui sont propres à chaque province, même si les provinces sont très très hétérogènes en réalité, et où l'on va pouvoir identifier des identités locales sur la base des langues régionales, sur la base des vêtements coutumiers, sur la base de l'habitat traditionnel. Tout ça est extrêmement artificiel et en même temps c'est très concret. Et en même temps, ça nous dit beaucoup de la façon dont chaque Indonésien va non pas se voir lui-même, mais va voir comment son groupe est présenté aux autres et comment sont présentés les autres groupes. Donc ici, ce qu'on nous propose, c'est de voir comment dire comment ça va en papouanais. Le papouanais n'existe pas, hein. Ça ne veut rien dire, le papouanais. Mais bon, c'est une langue papou qui a été choisie pour représenter la totalité des langues papoues. Il y en a environ 200 en javanais, en balinais et en minangkabau. Ces termes-là et ces expressions sont intéressantes. Grosso modo, ce qu'on suggère aux Indonésiens, c'est que, bon, on est un pays, eux, c'est un pays d'une grande diversité et on suggère à chacun d'être capable de reconnaître son voisin et être capable de s'adresser à lui en piochant quelques formes simplement qui sont des marques de reconnaissance de la langue de son voisin. Voilà. Et en conclusion, l'Indonésien se porte bien, mais il est concurrencé par les variantes sous-standard. Ça, c'est clair. C'est de plus en plus marqué, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on ne voyait pas de publicité en jakartanais dans la rue. Aujourd'hui, il y en a partout. Et il n'était pas présent à la télévision non plus. Et puis, il y a une concurrence également de l'anglais, pas dans la totalité de la population, mais quand même sensible, avec une demande parentale de former les enfants dans le cadre scolaire à l'anglais. Les langues régionales ont complètement disparu de ce paysage-là, pour le coup. Voilà, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite pour finir, mais ma présentation était un peu longue. La diglossie, oui. La diglossie, c'est un phénomène que connaissent tous les sociolinguistes. Ça fait référence à des systèmes donc, sociolinguistiques où la population, mais je pense que vous connaissez ça dans la région, a à sa disposition deux langues ou deux variantes proches, ou éventuellement deux langues différentes. L'une qu'elle utilise dans les situations formelles et l'autre qu'elle utilise dans des situations informelles. Pour vous la faire courte, c'est typiquement le cas de l'allemand du Hochdeutsch en Suisse, par opposition au Schweizerdeutsch. Vous avez le suisse allemand qui est parlé quand on est entre amis et en famille, et puis l'allemand standard qui est parlé dans des situations de plus grand formalisme. Voilà. Alors je ne sais pas si... je pense qu'il y a d'autres... la diglossie est très répandue dans le monde, vraiment très très répandue. On la trouve dans tous les pays arabes, avec un registre où on va utiliser l'arabe classique que pratiquement personne n'utilise en réalité, en dehors d'un nombre de situations assez limitées, et puis les dialectes qui, eux, sont utilisés pour les échanges quotidiens. Vous voyez, c'est ça. Alors la complexité qui se présente en Indonésie, c'est que dans un système diglossique classique, on a deux variantes en concurrence, deux variantes complémentaires en termes de fonction, hein, alors qu'en Indonésie, en fait, on a plusieurs variantes, on a plusieurs langues. C'est pour ça que pour l'Indonésie, on ne parle pas de diglossie, mais on parle plutôt de pluriglossie, puisque chacun dispose de tout un éventail linguistique à sa disposition. Voilà. Merci. Est-ce que la langue indonésienne est difficile comme langue à parler, à apprendre? Ça dépend de ce que vous voulez en faire. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez, c'est une question... comment dire? C'est une question récurrente parce que l'Indonésie a l'image d'une langue qui est facile. Oui, moi je veux bien. Et c'est vrai que si vous voulez apprendre un peu d'indonésien pour échanger dans le cadre d'un voyage, vous serez assez agréablement surpris. C'est comme ça qu'on prend au piège les étudiants à l'INALCO. On les prend au piège la première année. Ça se passe très bien pendant les premières semaines. Et puis au bout d'un semestre, ça devient un peu plus compliqué. Et les deuxième et troisième années sont plus difficiles que la première. Donc ça dépend vraiment des ambitions de l'apprenant. Si vous voulez être capable de maîtriser la langue écrite, pour la lire, pour la comprendre, pour l'écrire et pour échanger dans un éventail assez grand de situations, ça va être très difficile. Ça va être difficile, disons.
Ce qui fait courir l'idée que l'indonésien est une langue facile, c'est qu'à la différence des langues européennes, il y a une morphologie, mais elle est moins riche que les langues européennes. Or, en Europe, on a cette idée que ce qui fait la difficulté d'une langue, c'est l'éventail des conjugaisons et l'éventail des déclinaisons. Et donc, en fait, c'est l'héritage gréco-latin, quoi, des langues classiques. Dans aucune des langues orientales, enfin des langues asiatiques, nord-asiatiques et sud-asiatiques, peut-être à l'exception un petit peu du japonais d'une certaine façon, il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas de conjugaison, les formes sont toutes invariables. Alors, en indonésien, elles sont moins invariables qu'en thaï, par exemple, ou en vietnamien, mais malgré tout, on n'a pas ce gros appareil morphologique. C'est pas comme si vous faites du russe et que vous devez apprendre tout un tas de déclinaisons. Et juste en la comparant avec la langue du Jakarta, puisque vous disiez qu'il y en avait beaucoup qui la parlaient, c'est une langue. Le Jakarta, l'intercompréhension est assez bonne entre les deux. Ce qui fait la grosse différence, le lexique n'est pas tout à fait le même, d'une part, et d'autre part, la morphologie est un petit peu différente. Et la phonétique aussi est un peu différente. Si vous voulez, puisque tout à l'heure je disais que le malais de Malaisie est un très 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 proche parent du malais d'Indonésie, de l'indonésien, lorsque les Malaisiens arrivent à Jakarta, ils ont du mal à comprendre le jakartanais. Ils disent qu'ils ne le comprennent pas. Ça veut dire qu'ils ne le comprennent pas bien du tout, mais ils en comprennent un petit peu quand même. Et puis assez vite, ils s'y font. Bon, c'est pas très divergent. Par contre, quelqu'un qui viendrait de, je ne sais pas moi, peut-être de la péninsule malaise ou même de l'ouest de l'Indonésie et qui est parachuté en Papouas ou à Ambon ou dans l'est indonésien et à qui on s'adresse dans les créoles de l'est indonésien, à l'oral, il aura beaucoup de mal à comprendre. Oui. Okay. À l'écrit, c'est plus simple, mais à l'oral, beaucoup de mal. Oui. Merci. Vous n'avez pas parlé des écritures des langues. Je suppose qu'il y en a plusieurs. Combien y a-t-il d'écritures différentes ? Alors, tout d'abord, il y a les systèmes d'écriture qui ont été introduits et qui ont été implantés au cours du premier millénaire et qui prennent leur origine dans la côte de Coromandel, enfin le sud-est du sous-continent indien. Qui ont été adaptés plus ou moins directement, non seulement en Indonésie, mais aussi dans les pays d'Asie du Sud-Est péninsulaire. Et ces syllabaires-là, certains sont plus du tout utilisés, d'autres plus tellement utilisés. En tout cas, il n'y a aujourd'hui plus que les philologues et les historiens ou les historiennes qui les utilisent. Et puis à côté de ça, vous avez l'alphabet arabe, l'alphabet arabico-malais, enfin adapté pour le malais, et il a été adapté pour le javanais également, qui a été introduit et implanté à partir, disons, du XVe siècle. Et qui est resté très très vivant jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il est resté vivant plus longtemps en Malaisie qu'en Indonésie. Le système d'écriture latin, enfin lettres latines, a été introduit dès le XVIIe siècle, mais n'a vraiment été popularisé qu'à partir, je dirais, du milieu du XIXe siècle. Et même dans les écoles coraniques, à la fin du XIXe, en tout cas au début du XXe siècle, on a vu commencer les gens commençaient à utiliser des textes écrits en malais ou en indonésien, mais avec l'alphabet latin et non pas avec l'alphabet arabe. Donc le passage de la notation en caractère arabico-malais vers la notation en caractère latin, en Indonésie, remonte à plus de 100 ans, en fait. Oui, pas mal, mais pas d'origine indonésienne. Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Il faudrait leur demander. Non, oui.